Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo retour d'expérience, on va dire, un petit peu vie ma vie de SRE ou lead SRE. Et l'objectif aujourd'hui c'est de revenir sur le côté FinOps. Alors je déteste ce terme-là à peu près FinOps. Pourquoi? Parce que tout simplement ça fait partie de la tribu des étoiles Ops qui généralement ne sont que des termes qu'on vient rajouter comme si c'était quelque chose de nouveau alors que ça existe depuis des lustres. Alors pourquoi? Tout simplement, par exemple, voilà, ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, eh bien, c'est des choses que tout le monde fait, en tout cas dans ce domaine, dans notre domaine. C'est des choses que bien sûr des gens faisaient avant, c'est-à-dire gérer un budget par rapport à une infrastructure et budgéter cette infrastructure et avoir un suivi, la pensée par rapport à ça et faire une corrélation entre finalement le besoin, la dépense qui est associée et essayer de trouver le meilleur équilibre sur l'ensemble. Alors ça c'est quelque chose qui est important, je trouve quand même à préciser, et je tiens à le rappeler, voilà, c'est un petit peu comme le GitOps, je vous ai déjà dit un petit peu mon avis par rapport à ça. Le DevOps, c'est un petit peu moins le cas, qu'on va dire, mais il y a beaucoup de étoiles Ops, on va dire, qui sont, on va dire que une sorte d'apparence, une voile d'apparence. Donc finalement, voilà, qu'est-ce qui fait que j'aime aussi le poste sur lequel je suis actuellement, c'est cet aspect, cette casquette, alors que je suis pas tout seul à couvrir, bien sûr, je suis aidé et accompagné, mais voilà, ça fait partie des choses qui permettent d'éviter de s'enfermer dans un métier qui est purement technologique et où on retrouve, donc je vous l'ai déjà dit, mais quand j'étais plus jeune, j'aimais faire un peu des jeux de gestion, ce genre de choses, civilisation, etc. Et donc là, on retrouve ça, mais à échelle grandeur nature, quoi, on va dire. Et en fait, donc un ami m'a dit ça serait bien que tu donnes un petit peu tes retours d'expérience par rapport à ça. Alors non pas que ce soit des super retours d'expérience parce que j'ai un vécu par rapport à ça, etc. C'est pas du tout le cas. Donc dites-moi en commentaire vous comment vous pratiquez ce genre de choses. Mais en tout cas c'est quelque chose qui est important. Alors voilà, qu'est-ce que je suis amené à toucher? Alors si on devait faire un pendant un petit peu, donc je discutais avec un collègue, et un ami, et on se disait, en fait, quand les gens regardent les choses un peu loin, ils se disent, voilà, on a un serveur d'un côté, un serveur qui fait, on va dire, on va donner quelques chiffres, qui fait 152 Go de RAM, on va dire 40 CPU, 40 cœurs, on va dire 4 SSD en NVMe par exemple, ce genre de choses, quoi. En tout cas ce genre de petites bêtes que vous pouvez trouver chez Dell et que vous allez trouver sur des tarifs de l'ordre de avec une belle négociation, on va dire, vous allez trouver ça autour de l'ordre de entre 8 et 10K, quoi, on va dire, voilà, à peu près. Donc ça, c'est ce que vous allez pouvoir trouver. Si ça vous intéresse que je vous mette en relation avec des gens qui peuvent vous aider dans ce domaine-là pour vous fournir, n'hésitez pas, je pourrais vous donner des contacts. Donc ça, on va dire, c'est l'aspect, on va dire, on-prem, même, on va mettre data center, mais ouais, data center, on va dire on-prem. Donc on va zoomer un petit peu ça. Donc ça, c'est voilà, ça c'est une partie du quotidien. Et de l'autre côté, quand j'ai eu cette discussion avec des amis, ils m'ont dit ok, donc de l'autre côté on a du cloud. Par exemple, on va prendre GCP. Donc si on prend GCP, on va se dire tiens, on va essayer de faire à peu près la même chose, ce qui est déjà une erreur et une horreur fondamentale en fait, de vouloir chercher à faire la même chose. On va en reparler, si ce n'est dans cette vidéo, on en reparlera dans d'autres vidéos, mais on va essayer de retrouver à peu près la même chose. Alors nous il y aura 8 SSD, et puis je sais plus combien, 48 cœurs peut-être. Là ici on pourrait, je crois qu'on est à 48, 60, je ne sais plus très bien, enfin ça va pas jouer tant que ça sur la chose. Donc là c'est un achat qui est unique, one shot, et on va dire qu'un serveur, on n'est pas chez Google, on n'est pas chez Facebook où on renouvelle tous les 3 ans les serveurs. Là on est plutôt sur un renouvellement, on va dire de 5, 6 ans, voire plus, hein, avec les enjeux actuels, ça vaut le coup d'essayer de voir plus. Donc si on prend GCP, on va se faire une petite estimation très rapide et mal taillée comme d'habitude, et on va se rendre dans, nous on va prendre la Belgique,
On va prendre, donc on va taper dans les grosses, c'est pas les plus grosses instances, on va taper dans du N2. Et là, dans les types N2, on va retrouver derrière des instances, voilà, 48 cœurs et 192 Go de RAM. Donc là, vous voyez que ça coûte 1500 $. On va rajouter les SSD. À chaque fois, je cherche. Voilà, les disques. Ajouter des disques SSD locaux. Là, on a le choix 8 minimum et en NVMe, parfait. Donc NVMe qui est quasiment la norme maintenant, à savoir que vous n'avez pas de grosses différences de tarifs entre du SATA ou du NVMe, donc du coup bien sûr choisir du NVMe pour les performances, c'est bien plus adapté que du SATA sur du SSD. Donc là on tourne à 1500 $ par mois, donc c'est pas du tout le même genre de calcul. Et bien sûr, donc du coup quand on regarde ceci, donc on est à 1.5, et sauf que là on est par mois. Alors, mes amis me disent, ben oui, mais bien sûr, du coup, voilà, le choix il est vite fait, on va choisir tout de suite le data center, clairement, voilà. Alors bien sûr, on compare l'incomparable. Dans ce cas de figure-là, on est sur un cas de figure où on compare l'incomparable. Pourquoi? Donc, derrière, on va revenir aux fondamentaux. Donc, le cloud, bien sûr, lui, on va acheter une instance, on va la consommer et on va avoir un effet. Donc si on considère qu'on a une infrastructure de data, si on prend les coûts, et on ramène ça à l'évolution d'une volumétrie, pas forcément d'une volumétrie en termes de hits par seconde de trafic, mais une volumétrie, on va dire plutôt voilà, du volume de données, quoi, tout simplement, et qu'on la compare comme ça. Alors là, je vais le faire très grossièrement. Là, logiquement, on serait plutôt sur quelque chose qui est en escalier, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir quelque chose qui est pas vraiment linéaire, mais qui est régulier dans son augmentation. C'est-à-dire que je vais avoir besoin d'une première instance, alors ou plutôt même plusieurs instances. Et donc là, on part sur des choses, comme je vous disais, hein, qui sont pas comparables. Et dans l'approche, il ne faut pas la penser comme ça. Il faut avoir un objectif de créer dans le cloud quelque chose qui est adapté au cloud. Donc ça, c'est un autre aspect qu'on abordera. Mais si on veut stocker de la data, globalement, on a quand même une approche qui vient à tendre vers cette approche-là. Donc là, du coup, on a quelque chose en escalier, c'est-à-dire que je vais stocker de la donnée, et puis je vais me rendre compte que finalement, le premier pool de serveurs arrive un petit peu à être juste, et donc je vais l'étendre, et donc je vais rajouter une machine entière, je peux pas faire un quart de machine, etc. D'où l'intérêt des fois des services managés qui peuvent permettre d'avoir une courbe plus linéaire, et ainsi de suite comme ça, c'est-à-dire que je vais progresser, je vais rajouter encore un nœud, etc., etc., etc. Donc du coup, finalement, bon, on a une courbe en escalier, mais qui revient finalement à une courbe qui va être relativement linéaire. Dans notre data center, ça va se passer complètement différemment. Hop là, voilà, on va remettre ça ici. Ça va se passer différemment. On va avoir cette courbe en escalier. Alors déjà, le premier pas va être très très coûteux. C'est clair, et il va être d'autant plus coûteux que ça va dépendre déjà du premier pas que vous allez faire. Si vous avez vraiment déjà beaucoup de data à l'initialisation, il va vous falloir soit un data center en propre, soit en location. Alors admettons que ce soit en location, donc du coup on va avoir un coût qui va être quand même relativement élevé. Ne le rapportez pas à l'échelle qui est là, c'est juste pour ramener dans le raisonnement. Et derrière, donc, qui dit data center, dit derrière la nécessité d'inclure des équipements réseau, donc la location, alors ça peut être une simple baie, et l'accès à Internet par exemple, donc de manière relativement simple. Et donc là on va louer une baie tout simplement, par exemple chez un fournisseur, un hébergeur. Soit après, finalement, on a quelque chose qui grossit. Et ce qui peut se passer, c'est que du coup, on va avoir besoin d'autres baies. Et qui dit d'avoir besoin de plusieurs baies, on va avoir besoin d'un vrai cœur de réseau. On va avoir besoin peut-être potentiellement de s'étendre encore plus, et
potentiellement d'avoir de la haute disponibilité que l'on va pouvoir gérer relativement facilement dans le cloud, parce que finalement avec les zones on va pouvoir les gérer, et les zones vont faire que quand on va les intégrer on va avoir des gaps qui vont être légèrement supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'il va falloir considérer qu'on va avoir du trafic interzone. Néanmoins on va quand même considérer qu'on va rester dans une augmentation qui est relativement quand même relativement linéaire. Ici ça va être beaucoup moins linéaire, c'est-à-dire que quand on va chercher à remplir par exemple notre première baie, eh bien on va avoir un coût qui va être au début très cher, et puis quand on va racheter des serveurs, ramener à une échelle de temps relativement large, finalement, eh bien, on va avoir un coût qui va être minime. C'est-à-dire que le serveur, si on calcule sur sa durée d'amortissement, on va avoir quelque chose qui va peu augmenter. Par contre, on va avoir le moment, on va avoir une baie supplémentaire, on va avoir des équipements réseau supplémentaires, et là, dans ce cas-là, on va avoir une augmentation qui, là, va être bien plus importante que dans le cloud, pour le coup, parce qu'on a un équipement entier. Pareil, il faut le ramener à une durée d'amortissement, et il faut le ramener aussi tout ça à la ressource et aux compétences qui sont nécessaires. C'est-à-dire que ça va pas être la même chose si j'ai juste un simple serveur dans une baie et on me fournit tout l'ensemble qui va avec, ou si j'ai besoin d'avoir des personnes qui sont dédiées à ça, ou peut-être payer du support spécifique, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis derrière, on va avoir peut-être, à un moment donné, effectivement, on va vouloir faire de la vraie haute dispo comme dans le cloud, c'est-à-dire faire du zoning, faire du rack awareness sur des technos, par exemple, de data. Et donc, de fait, qu'est-ce qui va se passer? On va louer un autre data center, on va racheter de nouveaux équipements et on va avoir besoin d'avoir potentiellement une interconnexion entre les deux data centers. Donc peut-être une fibre dédiée ou pas de fibre dédiée, mais en tout cas une fibre dédiée au bout d'un moment, puisqu'en fait, si on a par exemple, là on parle de processer de la data, de stocker de la data, donc une base de données distribuée par exemple, on a besoin de réduire des latences pour avoir une base de données distribuée qui soit fonctionnelle. Donc du coup, là on va se retrouver avec à un moment un gap qui va être vraiment très important. Très très important, parce que voilà, le coût d'une infra supplémentaire ou d'un DC supplémentaire va être très coûteux. Et ainsi de suite comme ça, donc au fur et à mesure, on va se construire. Potentiellement, la courbe, à un moment, va être, effectivement au début, la pente va être forte, et d'autant plus forte que la croissance de la donnée va être forte, bien sûr, avec. Et puis à un moment, on va atteindre quand même à un moment, on va dire, une échelle relativement importante, et cette courbe, alors là on va pas pouvoir l'afficher, mais cette courbe va quand même avoir tendance à devenir beaucoup plus moins pentue, beaucoup moins pentue, de fait, parce que les infrastructures vont être en place. On va avoir déjà des équipements réseau qui sont en place, on va avoir un support que l'on va payer, mais qui va être dont le coût ne va pas forcément augmenter alors que l'infrastructure va avoir augmenté. On a aussi des effets de seuil un peu de cette manière-ci, et donc de fait, on va avoir, plus l'infrastructure va être grosse, plus on va avoir un intérêt, en tout cas, à se retrouver dans ce cas de figure-là, à la différence du cloud dans certains éléments. Dans les deux cas de figure, il n'y a pas de recette miracle. N'allez pas me faire conclure que l'un est favorable à l'autre, ce qui n'est pas le cas. C'est vraiment à prendre en compte dans déjà d'une part dans le payload, dans la charge de travail qui est réalisée, quel profil d'infrastructure on a besoin pour quelle architecture. De la même manière que par exemple, à certains moments, on va peut-être réécrire nos programmes, on va peut-être retravailler l'architecture, et de fait on va peut-être rendre des baies, avoir moins besoin de data center, et donc du coup peut-être réduire potentiellement les choses, ce qui sera également donc vrai avec effet de seuil, toujours. Donc dans le data center on aura toujours cet effet de seuil, c'est-à-dire quand on va réduire, on va réduire par à-coup. Par exemple, voilà, tant qu'on n'a pas vidé une baie entière, on va la louer. Mais dans le cloud, ça va être différent, puisque du coup, ça va être aussi dégressif de manière linéaire, puisque si on a moins besoin de data, eh bien, on va pouvoir très rapidement supprimer une instance, etc. Donc, on va dire, on a plus de linéarité dans le cloud, même si parfois les coûts peuvent sembler, on va dire, astronomiques dans le cloud. Après,
vis-à-vis de tout ça, il faut prendre en compte d'autres paramètres. Si vous stockez la donnée dans le cloud, est-ce que c'est de la donnée sensible? Est-ce que c'est de la donnée de vos clients? Est-ce que la stocker dans le cloud, ça a du sens? Est-ce que pour vous, ça peut être un argument de vente aussi supplémentaire que de stocker par exemple en data center? Donc ça, tous ces éléments-là, il faut vraiment les prendre en compte. L'avantage du cloud aussi, c'est que vous pouvez, c'est assez enfantin, on va dire, de pouvoir suivre l'évolution des coûts, puisque tout vous est fourni pour pouvoir évaluer les choses. Quand vous êtes en data center, c'est à vous d'avoir votre tableur Excel et de vous dire chaque coût, qu'est-ce que représente chaque coût, sur quelle échelle de temps vous amortissez ces coûts. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. On reparlera une autre fois des CAPEX versus OPEX aussi. Donc là, il y a vraiment un aspect qui est aussi assez intéressant à prendre en compte d'un point de vue comptable cette fois-ci et d'un point de vue même investisseur. Donc ça, c'est des choses qui sont très très importantes à prendre en compte. Et moi, bah voilà, ça fait partie de mon travail que de jongler entre les deux et de se dire, bah voilà, sur tel projet dans le cloud, là on a plus d'intérêt à être dans le cloud, là on a moins d'intérêt à être dans le cloud, mais plus en data center. Alors globalement, dans ce que j'ai dans mon vécu, c'est que je m'aperçois que dès lors qu'on a de la forte volumétrie en base de données, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'être en data center si on en a un et s'il est adapté que dans le cloud. Le cloud, dès lors qu'on va taper sur des instances qui sont un peu grosses, ça va coûter très cher, très très cher même. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être valable. Néanmoins, c'est pas quelque chose qui est vérifiable à tous les coups. Donc c'est une approche qui doit être une étude fine, qui doit être menée. Et de la même manière, dans le cloud, il faut avoir un regard quotidien. Donc il va y avoir des coûts cachés. Par exemple, le stockage des logs va être important. C'est-à-dire que quand on est en data center, on va stocker nos propres logs. Peut-être éventuellement les centraliser, mais en tout cas, même si on les centralise pas, ils vont être stockés sur les serveurs. Dans le cloud, ils vont être stockés dans les serveurs, mais il va y avoir des options parfois qui vont être activées et qui vont faire que des fois on va exploser les choses. Et puis derrière, dans le cloud, vis-à-vis du data center, il y a un autre aspect. C'est par exemple si on a une infrastructure à fort trafic, mais il peut se passer dans certains cas de figure que dans le cloud, ce trafic, on le paye vraiment très cher par rapport au data center. Et vice versa, c'est-à-dire que des fois, même à fort trafic, dans le cloud, ça va coûter moins cher qu'en data center. On verra éventuellement des petits retours d'expérience, des petites choses à avoir un petit peu en tête, qui peuvent être assez marrantes à aborder. En tout cas, ça c'est le jeu un petit peu du quotidien, en tout cas qui est assez sympa. Ça sort du cadre technologique strictement. Puisque derrière il y a un côté gestion et puis gérer les budgets, etc. Pour moi, voilà, quand on entend souvent parler de FinOps, c'est juste le côté, voilà, j'ai un cloud et je regarde et puis tout est déjà préanalysé pour ainsi dire, et on va dire les machines pourraient le faire en partie pour soi. Néanmoins, dans le cloud, il faut se poser souvent des questions, de se dire, voilà, est-ce que je suis stateful, est-ce que je suis stateless? Et là, il y a des enjeux derrière. On va pouvoir diviser éventuellement les factures. On va pouvoir aussi bénéficier de discount en passant éventuellement par des interlocuteurs qui vont négocier pour vous les contrats avec les cloud providers. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Et le cloud, bien sûr, c'est la facilité, d'autant plus quand on va avoir accès aussi au service manager, la facilité à installer les choses. Donc il faut aussi ramener à ces coûts-là ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le coût humain, donc le salaire des gens. Parce que par exemple, voilà, si ici il me faut un ingénieur réseau, un administrateur système, des DevOps, etc. Peut-être que dans le cloud, finalement, il me faut pas d'ingénieur réseau, peut-être. En tout cas, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Il me faudra peut-être pas forcément le même niveau en administration système. Par contre, il me faudra peut-être quelqu'un qui connaisse le cloud au moins à l'initialisation. Donc peut-être que je ferai appel à un service externe qui va pouvoir me le mettre en place. Et voilà, donc c'est des choses qu'il faut vraiment avoir en tête. Alors je sais que c'est un peu une évidence, mais voilà, pour moi quand on parle FinOps, on parle autour de ça. Et donc voilà, pour moi c'est quelque chose qui a toujours, je pense qu'il a toujours existé depuis l'origine à peu près de l'informatique en tout cas. Et n'importe quelle société est amenée à faire ça, hein. C'est juste une gestion budgétaire des choses.
qu'on appelle ça FinOps ou peu importe ce qu'on veut, il faut avoir cette approche-là. Et quand on met en place une infrastructure, que ce soit en data center ou en cloud, il faut toujours avoir ça quelque part en tête, que voilà, il y a un coût derrière ces choses-là, et les coûts ne sont pas négligeables actuellement et ne seront pas négligeables dans les années futures. Autre élément important, par exemple, si on en revient au coût actuel de l'énergie, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir la dépendance d'une facture par rapport au coût énergétique. Autant qu'en data center, on va le voir très rapidement, parce que voilà, vous avez un contrat, et sur votre contrat, vous allez payer une part de X% dédiée à l'énergie. Donc par exemple, si on se dit grosso modo que sur un hébergement, juste sur l'hébergement, on va dire 50% de la facture est dédiée à l'énergie, et bien si on se dit ça, ça veut dire que si on a une augmentation demain de 10% du coût de l'énergie, ça veut dire que notre facture d'hébergement va augmenter de 5% finalement. Et donc derrière 5%, il faut le ramener à l'échelle de la facture qu'on paye, et ça peut être quelque chose qui est très important, donc il faut anticiper ces choses-là, peut-être refactoriser, faire un travail de réaménagement au niveau du data center, recharger un petit peu les baies, essayer de gagner de l'énergie aussi au niveau des serveurs, arrêter certains serveurs peut-être qui ne sont plus utilisés, etc. Donc pensez à avoir un suivi assez fin. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Dans le cloud, ça va être complètement différent, parce que c'est-à-dire que le coût dans le cloud, c'est pas vous qui en êtes maître du tout, mais surtout vous ne pouvez pas agir dessus, en tout cas dans une certaine limite, vous allez pouvoir agir, mais vous allez être dépendant de ce que fournit le tarif fourni par le cloud provider, et le quitter sera très difficile. Donc du coup, il y a aussi cet aspect-là qui est à prendre en compte, c'est la dépendance et le niveau d'autonomie que vous allez avoir dans le cloud. Donc là, on va pas pouvoir faire ce fameux camembert et se dire, ok, demain, si le coût de l'énergie augmente de temps, je vais pouvoir faire un produit en croix et trouver à peu près l'évolution de la facture. Ça, on ne pourra pas le faire. Le coût de l'évolution, par exemple, de la barrette mémoire, autant ici, je vais pouvoir à peu près savoir combien de barrettes mémoire j'utilise dans l'année, je renouvelle dans l'année plus exactement, et combien je vais avoir potentiellement à budgéter. Ici, je vais pas pouvoir le faire, et finalement, c'est quand Google va me dire, ok, le coût de ton instance va augmenter de temps, ou le coût du hit va augmenter de temps, je vais l'avoir, et finalement, est-ce que je vais pouvoir passer outre? Ça va être plus difficile. Dans certains cas, on va pouvoir faire un travail de recherche pour essayer de diminuer les coûts, bien sûr, et c'est toujours l'objectif dans le cloud, mais ça sera pas forcément si évident que ça. Donc voilà, il faut avoir un petit peu tout ça, et je trouve ce jeu un petit peu quelque part assez intéressant, mais c'est pas un jeu, il faut toujours garder en tête que, et ça je vous l'ai déjà dit, il y a des gens, ces infrastructures font vivre des sociétés et font vivre des gens, donc des salaires, etc. Donc il faut avoir ces choses-là en tête quand on travaille sur ces infrastructures. C'est quelque chose qui est très très important. On n'est pas là pour jouer et juste déployer des technos à tout va. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, rien d'exceptionnel, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous, à la partager, et n'hésitez pas également à cliquer sur vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, notamment retour d'expérience, et si vous voulez soutenir la chaîne, cliquez sur rejoindre. Moi je vous dis à très bientôt sur Xeafki. Allez, ciao!